Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon et de regarder ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis sur la digitalisation du parcours d'achat. Bonsoir Annabelle. Bonsoir Christophe. Alors, on a réalisé une étude pour Home by Me sur le marché américain. Et on a réalisé l'an dernier une étude pour Home by Me aussi sur le parcours d'achat digital du consommateur européen. Et l'intérêt de comparer le consommateur aux États-Unis et le consommateur européen, c'est de voir un petit peu quelle est l'évolution de la digitalisation du parcours d'achat. On sait que 80% des achats démarrent en France sur un smartphone. On se renseigne, on cherche de l'info, on va comparer des prix, chercher l'adresse d'un magasin, etc. Et du coup, on a voulu voir un petit peu ce qui se passait outre-Atlantique. Et dans toute cette réflexion sur l'évolution du parcours d'achat du consommateur, tout le monde se pose la question, et ici à Esprit Meuble, sur quel peut être le rôle du magasin, le rôle du vendeur, avec un consommateur qui semble en savoir beaucoup avec le téléphone dans la main. Et donc, dans toutes ces réflexions, toute l'évolution du marché du meuble est en train de passer par un consommateur qui se surinforme. Et donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et donc, dans ce parcours d'achat omnicanal, qu'est-ce qui fait cette différence essentielle dans les résultats de l'étude entre ce consommateur européen et ce consommateur américain ? Bien, je crois que fondamentalement, il y a d'abord un point commun très fort qui est, comme tu le dis, cette consommation du digital au service des magasins. C'est-à-dire cette combinaison des deux. Et au final, c'est ça qu'on va un peu regarder dans le détail ensemble, puisqu'il faut arriver à entrer dans chaque moment et chaque étape du projet, parce qu'on sait que dans la maison, on est dans un projet, ça prend du temps, le cycle de réflexion et d'achat, et pas de quelques minutes, mais plutôt de quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois. On est d'accord. Et que ce processus de décision, le digital, est très présent. Alors évidemment, on le sait tous, aux États-Unis, ils sont plus en avance, ils ont adopté plus tôt le digital que nous, Européens, sur plein d'aspects, et on va le revoir dans quelle dimension dans cette étude. Mais ce qui est sûr, c'est que le point commun entre finalement tous ces marchés, c'est cette omniprésence du digital au cœur de ce cycle d'achat. Et finalement, nous, chez Home by Me, on s'est toujours dit qu'il faut pouvoir le consommer, ce digital, de manière très différente, mais qu'il soit omniprésent, mais presque en étant transparent. C'est naturel. Voilà, exactement. La fluidité, j'aime ce terme de fluidité dans le parcours, qui est un point clé, qui n'est pas facile à faire dans l'exécution. C'est un challenge qui est passé des années dans le retail, comme tu le sais. C'est pas facile tous les jours l'exécution quand on a un héritage d'outils, d'informatique ou d'éléments qui tous les jours nous guident dans l'achat, de pouvoir intégrer des technologies nouvelles et des éléments extérieurs. Et donc, je crois que c'est intéressant de voir dans cette étude ces éléments. Il y a un point, je pense, que tu as souligné, qui est la recherche. La recherche en ligne. C'est 2 consommateurs sur 3 qui se fait de manière totalement digitale, et que ça, ce soit aux US ou en Europe. C'est vraiment le point fort en commun. Et après, on va voir, là, en entrant un peu plus en détail, des divergences sur l'achat en ligne, où là, les Américains sont plus avancés que les Européens sur ce point-là. Ils sont 2 fois plus acheteurs en ligne, ce que montre l'étude, que les acheteurs européens. Alors ça, c'est aussi un peu naturel côté États-Unis, puisque c'est un peu comme les Britanniques. C'est des gens qui ont été habitués à l'achat sur catalogue. Hein, le farmer américain, il achetait tous ses produits sur le catalogue. C'est Jean Levis, ses vestes Carhartt de travail, etc. C'est vrai. Il achetait sur catalogue et il a gardé ce réflexe, en plus avec les distances, d'acheter. Donc là, on est passé d'un catalogue papier à un catalogue digital, et il a cet effet distance qui fait que, naturellement, on n'a pas le même maillage du territoire en point de vente aux États-Unis qu'en Europe.
Donc c'est vrai qu'il y a aussi un côté culturel qui est intéressant pour comparer ces deux continents, quoi. Oui, tout à fait, c'est certain. Et donc, si on fait le premier point sur comment dire, les raisons et les perspectives des retailers sur l'évolution de ce commerce et la stratégie des achats en ligne, on a regardé dans l'étude et donc on voit que ces Américains qui sont plus matures pour passer à l'acte d'achat en ligne, pour les cuisines, les chiffres ils parlent tout seuls puisque un consommateur américain sur 2 a utilisé un configurateur pour son achat de cuisine, contre 1 sur 3 en Europe. Donc il a déjà ce réflexe d'une manière forte. Alors on voit aussi que les enseignes ont le réflexe depuis longtemps aussi, puisque pas mal d'enseignes ont des QR codes dans leurs rayons pour que le consommateur ait le réflexe de charger le logiciel, le configurateur pour démarrer son projet. Donc il y a eu un acte très fort des retailers pour mettre ça dans le processus et amener ce consommateur à ce que ce soit aussi toujours fluide dans la démarche. Et donc, comment t'expliques cette différence entre cet Américain qui est vraiment beaucoup plus réactif sur l'utilisation du configurateur que l'Européen? Je crois que, comme tu l'as dit, il y a une maturité aux US. Il y a un côté avant-gardiste. Ils l'ont mis, comme tu l'as très bien dit, beaucoup plus tôt que l'ensemble des marques. Et puis, il y a un point, je crois que c'est évidemment la cuisine a été référente. Ikea, Lowe's, Home Depot sont des références aujourd'hui mondiales. Mais il n'y a pas que la cuisine. Il y a aussi l'aménagement de la maison, sur lequel la configuration est un point clé. 50% des Américains nous disent qu'ils choisiraient une marque de canapé plutôt qu'une autre si elle proposait un configurateur en ligne. Ça veut dire que, tu vois, dans l'usage, ils l'ont tellement adopté qu'ils ont besoin de se projeter et ils recherchent autre chose qu'un site internet qui simplement leur montrerait une série de photos. Tout simplement, ils ont ce besoin de personnalisation. Là où en Europe, on est à 1 sur 3. Donc tu vois que c'est quand même une avance, une maturité supérieure. Et c'est vrai que quand on regarde, nous, le configurateur, on est à Esprit Meuble, le premier à avoir proposé une tablette avec un configurateur, il est exposant à Esprit Meuble, c'est Rome, qui a été le premier à décoiffer tout le monde avec un outil qui n'est pas simplement un outil pour juste amuser la galerie. Ça a permis à cette société de se réintroduire dans tout le négoce parce que c'est une autre relation avec le consommateur. Oui. À l'époque, c'était très innovant. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça reste toujours. Pourquoi ? Parce que ça permet aux consommateurs de se projeter. Et ça permet aux consommateurs de personnaliser un peu son achat. Il visualise exactement ce qu'il va acheter. Parce que c'est impossible aujourd'hui en magasin d'avoir toutes les configurations, tous les coloris, toutes les finitions de pieds, de matière, etc. Donc finalement, ce que permet ces configurateurs, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir visualiser. Et je crois que c'est très rassurant dans un acte d'achat, qui est un acte d'achat qu'on souhaite quand même, sur lequel on s'implique beaucoup, et comme tu le sais, parfois même en famille, à plusieurs. Et même dans la maison, c'est vraiment une entité ménage qui décide de l'achat. Tout à fait. Et je rappelle toujours que quand un consommateur a peur de se tromper, sa réaction est toute simple, il se désimplique budgétairement. Donc si on veut faire baisser les prix, n'accompagnons pas le consommateur, parce qu'il aura peur, donc il achètera le produit le plus cheap. Si on veut monter en gamme et créer de la valeur, il faut absolument l'accompagner et le rassurer. Alors ça, je crois que c'est un point important et on n'a pas le point exactement dans l'étude, mais en tout cas, tous nos clients nous le disent. En fait, à partir du moment où on arrive à faire entrer un consommateur dans cette interaction d'un configurateur, on le sort de l'approche purement prix-produit. Et ça, évidemment, en termes de relations clients, en termes d'expérience d'achat, c'est ce qu'on recherche quand on est une marque, c'est d'essayer à sortir de cette commodité et d'arriver dans une proposition de valeur plus importante pour l'achat. C'est sûr qu'en plus maintenant, comme on peut coller une photo et avoir une recherche automatique sur la toile, si on reste juste sur le produit, la concurrence est quasiment mondiale. C'est vrai. Alors, dans l'étude, on regarde aussi un petit peu, on a posé énormément de questions aux consommateurs et donc on va essayer de voir quel est le rôle du magasin dans l'évolution de ces étapes de ce parcours. Et quand on parle de planeur de cuisine,
on voit que les Américains ont pris l'habitude d'utiliser le configurateur à la fois en ligne et en magasin, 25% d'entre eux, alors qu'en Europe, c'est 17%. Donc on voit que cette agilité de l'utiliser soit en ligne, soit en magasin, et de jongler avec l'outil, c'est bien que ce consommateur, il cherche un résultat et il veut se rendre compte. Donc ça, c'est déjà un élément, et on voit qu'aller en magasin pour recevoir des conseils d'experts, c'est encore plus plébiscité par les Américains, 19%, que les Européens, seulement 12%. Donc à la fois, je me renseigne, je m'informe, je jongle entre le digital et le magasin, mais si je vais en magasin, quand je suis américain, c'est parce que je veux la réassurance du conseil de l'expert. Et donc, on sait que le magasin, c'est un élément essentiel pour essayer de toucher le produit. Et là-dessus, on voit qu'Européens et Américains ont le même avis, puisqu'interdit entre eux, ils y vont pour ça. Il faut que je puisse toucher la matière, essayer le canapé, ouvrir les portes de la cuisine, etc. Donc, dans ce contexte qui est en train de se digitaliser, en ce moment, on nous parle plein de plateformes, etc., qui veulent manger le monde. Dans ce parcours, pour toi, quel est le poids réel du magasin et son rôle dans ce parcours d'achat d'un consommateur qui est rivé sur son smartphone? Tu sais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent de dire, et moi ça fait, depuis je crois que le web est né, que j'entends ce sujet, c'est la mort des magasins. Pas du tout, mais pas du tout, au contraire. Et ce que tu dis là est tellement vrai que je crois que les meilleurs aujourd'hui qui s'en sortent le mieux sur le marché dans ce métier de la maison, c'est ceux qui arrivent à combiner les deux et à prendre vraiment le meilleur du digital et le meilleur des magasins. Et comment on fait ça? Quels sont les leviers? Faut regarder en fait les chiffres que tu viens de donner, et je crois de se dire comment je peux activer la force, la captation qu'est le digital au moment où les consommateurs réalisent leurs projets et sont en ligne, pour justement leur apporter ce complément au magasin qui reste le cœur quand même de la vente. Ils nous le disent, les consommateurs, ils ont besoin de toucher, qui est la première raison pour laquelle ils viennent, et ils ont besoin de conseils. D'accord? Et le conseil, on peut se dire, ils peuvent déjà en trouver beaucoup sur Internet, certes. Mais derrière, quand je touche, et que là, j'ai besoin du dernier conseil, etc., c'est à ces moments-là qu'on arrive à toucher le cœur du client. Je dirais la vente émotionnelle. On sait qu'une vente, ce n'est pas que rationnel. Et je crois que c'est là où on arrive à faire le meilleur des deux. C'est quand on fait beaucoup de rationnel et qu'on utilise bien le digital et qu'on arrive à apporter la dimension émotionnelle et cette dimension supérieure de l'humain en magasin. Oui, et c'est vrai que ce consommateur qui cherche de l'information, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que ce consommateur européen qui est en permanence en recherche sur Internet, il recherche aussi beaucoup de choses sur le produit, c'est-à-dire sur simplement la marchandise meuble, et du coup, il va comparer des produits d'une manière séparée. Alors que dans l'étude, on voit bien que ce consommateur américain, il veut les conseils d'un expert, parce que les Américains sont depuis beaucoup plus longtemps que nous sur la notion de service et création de valeur. Et nous, le service, on commence seulement à l'amener. Et dans ce parcours digitalisé, on doit avoir les deux niveaux, information sur le produit et service, qui se combinent bien. Autrement, on rate une étape. Et là, le parcours d'achat est semé d'embûches si on n'arrive pas à lier l'ensemble. Oui, c'est ce que tu dis, c'est la combinaison des deux. C'est finalement le fait de se dire, j'utilise tous mes leviers grâce au digital, je raconte mon histoire de ma marque et je suis capable de personnaliser tout ce que je suis capable de faire pour l'adapter à mon client final grâce à toutes ces nouvelles technologies qui existent. Mais je sais aussi les continuer en magasin. Finalement, la pire des expériences d'achat, et ce qu'on a pu tous vivre à un moment donné, c'est cette espèce de rupture entre les deux, de dire « Ah oui, non, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur Internet » ou oh, ça doit être une erreur » ou « Je ne comprends pas ce que vous avez fait comme combinaison ». Je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à rebondir, à comprendre tout ce qu'a fait, tout le travail préparatoire qui a engagé le consommateur, qui fait qu'il rentre et qui pousse la porte du magasin, ce qui, je crois, est une chance aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on a de moins en moins de trafic dans les magasins. Il est de plus en plus qualifié, mais on en a de moins en moins, donc il est précieux.
Donc c'est d'arriver à rebondir sur tout le travail qui a été fait avant et d'arriver à le convertir mieux et plus souvent et dans un timing qui aussi est en phase avec ses attentes. Et ça, on sait que c'est aussi un des points. C'est qu'aujourd'hui, le consommateur est assez impatient. Il est impatient, mais à la fois, entre guillemets, c'est vraiment pas si simple d'avoir, comment dire, ce parcours fluide et sans couture. Parce que dans toutes les études qu'on réalise, on voit bien qu'il y a la théorie et la pratique. Et donc, c'est un travail de chaque instant de bien vérifier. Parce que on sait que quand on arrive à toucher le consommateur dans la préparation de son acte d'achat ou de son projet chez lui, et en plus grâce au digital, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un achat d'une entité ménage. Donc c'est toute la famille qui est regroupée dans le canapé, qui regarde le projet et qui apporte sa pierre à l'édifice, etc. Donc l'engagement consommateur et entité ménage est énorme. Et après, ce passage en magasin, c'est quand même un élément fondamental. Et on voit bien dans toutes les enquêtes qu'on mène qu'il y a quand même très souvent une rupture. Oui, alors la rupture, elle vient souvent aussi de l'histoire, de toute la façon dont a été construit le retail autour des magasins. Et donc tout a été imaginé pour un client qui arrive en magasin. Et arriver à repenser ce parcours en se disant qu'en fait, il n'a pas démarré quand il pousse cette porte, mais bien quand il a commencé à mûrir, regarder sur Instagram, sur les réseaux sociaux, commencer à partager, imaginer sur des configurateurs différents, commencer à rassembler un certain nombre de photos, d'inspiration, etc. Et commencer à bien mûrir son besoin tout au long de ce cheminement-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le magasin est parfois un peu désœuvré d'arriver à rebondir sur ces éléments-là. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est finalement arriver à passer de l'inspiration à l'achat, de l'inspiration qui commence souvent et entièrement sur le digital, on le voit dans l'étude, et qui ensuite vient en magasin. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Et donc de rebondir en magasin et d'arriver à donner ce pouvoir au magasin, qui est de rebondir sur tout ce qui a été réalisé par le digital, avec aujourd'hui des nouvelles technologies qui existent et qu'on propose. Et donc, le consommateur, il va en magasin. Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que les Européens, ils préfèrent beaucoup plus une distribution spécialisée que les Américains. Et au final, que ça soit en ligne ou en magasin, en fin de compte, puisque 7 Européens sur 10 cherchent des sites ou magasins spécialisés, quand c'est seulement un Américain sur 2. Donc on voit bien que l'Américain, il aime du spécialisé, mais il aime autant du généraliste. Pourtant, il cherche un expert. Ça, on va pouvoir en parler. Et c'est donc les commentaires sur les conseils des experts, les corners en magasin sont de plus en plus dédiés. Par exemple, dans le bricolage, tu parlais de Lowe's, tu parlais de Home Depot, etc. Il y a des corners. En fin de compte, le consommateur américain, il va trouver dans sa distribution des magasins généralistes que l'Américain aime bien. Mais au sein de ces magasins généralistes, il y a des corners hyper spécialisés. Mais pour lui, il est allé dans une distribution généraliste. Et on le voit aussi sur certains sites internet. On rentre par une porte généraliste, mais dès qu'on rentre dans une catégorie produit, on est hyper pointu et hyper précis. Et l'Américain, il confie assez facilement, historiquement, son projet à un professionnel, architecte d'intérieur, etc., parce que c'est dans sa culture. L'Européen a un peu de mal, surtout quand il a de l'argent. Il pense qu'il a forcément bon goût, donc il ne confie pas forcément ça à quelqu'un. Et du coup, comment tu interprètes par rapport à l'enjeu des planeurs, des configurateurs, ce consommateur qui veut, aux États-Unis, à 50-50 spécialistes ou non spécialistes, et les Européens qui cherchent vraiment des spécialistes? Je crois que c'est un point clé. C'est finalement aussi dans l'approche, c'est de se dire d'un côté j'ai une approche produit, alors que de l'autre côté, quand j'ai un configurateur, quand j'ai un planeur, j'ai une approche projet. Et donc, même si je viens, par exemple, pour un canapé, moi j'ai envie dans mon salon de changer mon canapé, eh bien, si je rentre... On a des noms, si ça t'intéresse. J'en ai vu des beaux aujourd'hui, j'avoue que...
Et donc, si je viens pour mon canapé, pour changer mon salon, parce que moi, ce qui peut aussi m'intéresser, c'est dans mon canapé, c'est de me dire est-ce qu'il va pas être trop grand, ou est-ce qu'il va pas prendre trop de place, ou est-ce qu'il va pas être trop lourd, etc. Donc, de le voir dans mon salon actuel. Donc, je vais rentrer, si j'arrive à faire rentrer un consommateur dans un planeur, à voir son canapé dans sa situation personnelle, d'abord, on le fait entrer, on commence à apporter une dimension un peu émotionnelle quand même, parce qu'on n'est plus dans un environnement lambda, d'une photo lambda, mais bien dans mon environnement, dans mon salon à moi. Et ensuite, on se dit, mais tiens, et si je changeais mon tapis, parce que là, j'adore ce canapé, ça rend super bien dans mon salon, mais là, le tapis va plus du tout aller avec mon canapé. Et donc, hop, je change, je supprime mon canapé, je remets un autre. Et là, on rentre dans une approche projet. Et c'est vrai que de ce fait, ça explique beaucoup d'approches américaines qui sont dans des approches multiproduits, parfois même multimarques, où ils peuvent combiner des marques, mais d'être dans une approche projet versus nos sites internet qui parfois sont beaucoup trop dans une approche produit-prix dont on parlait tout à l'heure. Oui, et puis par rapport au style, par exemple, dans la dernière étude sur les styles qu'on a réalisée au sein de l'Institut, il y a 35% des Français qui ne se reconnaissent pas dans les planches de style et les ambiances de style. Et du coup, quand ils voient sur un site internet une ambiance toute faite, ça ne correspond pas à leur intérieur, puisque la maison, c'est un effet parc. Et je rajoute des choses sur l'existant, et du coup, j'arrive à un métissage des styles. Alors, tout le monde en parle. C'est le sujet totalement à la mode, bateau, etc. La place de l'IA dans toute la vie, hein. Oui. Hein, et aussi dans le parcours d'achat. Donc, on a posé des questions dans cette enquête. Et déjà, je voudrais rappeler quand même que nous, on fait un baromètre avec nos amis de l'Obsoco, qui est un cabinet spécialisé sur l'analyse de la consommation. On voit que les Français ont déjà le réflexe d'utiliser l'IA pour faire leurs courses. Pour le meuble, c'est un tout petit peu, ça commence à venir, mais ce réflexe, 28% des Français qui ont déjà acheté des produits en passant par un outil d'IA, donc c'est déjà naturel. Et on voit qu'un tiers des gens ont déjà utilisé l'IA pour des achats, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne. Donc c'est quelque chose qui est émergent, ça rentre par le smartphone, donc c'est d'une manière instantanée sur les nouvelles générations. Côté US, on a des résultats de l'étude qui montrent bien que c'est rentré quelque chose de naturel. Mais qu'est-ce que ça peut apporter à ce consommateur ? Alors ça, c'est une grande révélation de cette étude. C'est quand même assez bluffant de voir que 22% des Américains ont déjà utilisé de l'IA pour créer une ambiance chez eux. Donc on voit déjà qu'il y a des premiers usages qui se créent. Le deuxième point, c'est qu'on voit que ce sont des usages très liés à l'inspiration. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ont commencé à utiliser ce résultat pour le reste de leur projet. Donc là, nouveau, on voit qu'on est très en amont. Hein, on est dans le cas d'usage principal aujourd'hui, c'est je prends une photo de ma pièce que j'aimerais refaire, et puis je demande à changer de style, je demande à l'agent d'intelligence artificielle de me changer un certain nombre d'objets dans cette pièce, et il y arrive plutôt pas mal dans certains cas. On est là évidemment encore dans un monde de l'approximation, mais c'est pas un problème pour de l'inspiration, tu vois, ça marche. Et ils sont contents parce qu'on voit que 97% étaient satisfaits de l'avoir utilisé dans ce contexte-là. Donc, moi, je crois vraiment dans cette phase très amont à de l'usage sur ces points-là. Nous, ça nous fait beaucoup réfléchir de voir quels sont les cas d'usage qu'on pourrait vraiment avoir pour arriver à aider dans le cycle finalement de décision de la maison. Et donc on est assez convaincu que cette phase de démarrage de l'inspiration est un point. Pour la suite, c'est évidemment plus complexe, parce que quand on est dans un configurateur, on veut être exact. Tu vois, on a envie que la liste des couleurs soit la liste des couleurs de la marque et qu'ils n'inventent pas des nouvelles couleurs, des dimensions aléatoires, des pieds qui n'existeraient pas, tout ce qui nous est arrivé parfois, enfin en tout cas moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé à travailler avec de l'IA générative. Et donc c'est finalement d'être dans le monde de l'exactitude. Donc ce monde-là, nous évidemment, c'est un monde qu'on maîtrise et donc on regarde beaucoup.
et on commence à avoir des cas d'usage intéressants qu'on va pouvoir proposer à nos clients sur la combinaison de nos règles métiers et d'exactitude de toutes nos données, de notre knowledge lié au fait que, de notre connaissance, pardon, liée au fait qu'on est né dans le digital, qu'on a cette connaissance, ces data, ces données depuis des années. Donc de pouvoir commencer à entraîner des modèles qui sont encore pour l'instant, si tu veux, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment encore inexact, pas suffisant pour pouvoir proposer demain matin à nos clients. Nous, on a envie d'un truc qui soit, tu vois, à 100% fiable. Mais comme le reste du groupe Dassault Systèmes, on y travaille de manière assez impressionnante et on n'est pas loin d'arriver à pouvoir sortir des modèles. Donc ça va aider, faciliter le parcours de tous ces éléments de cycle de vie, finalement, de l'achat dans le monde de la maison. Donc oui, ça va aider, ça va faciliter. Nous, on voit ça comme des compagnons, on les appelle les compagnons dans le groupe Dassault Systèmes. Pourquoi ? Parce qu'on croit que ça va aider le vendeur, ça va lui donner certains pouvoirs, d'aller plus vite. Et là, à nouveau, de le centrer sur sa valeur, qui est la relation avec son client, la compréhension de son besoin, pour lui faire la bonne proposition de valeur et que finalement les outils soient à son service pour lui faciliter la vie. Et on le disait tout à l'heure, il y a quand même encore beaucoup de freins aujourd'hui dans la vie des magasins qui font que c'est un peu la plaie pour les vendeurs au quotidien, c'est un peu long, lourd à gérer, etc. Donc je pense que tout ce que va pouvoir améliorer ces nouveaux outils technologiques, c'est de faciliter leur vie pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur leurs clients, son besoin et leurs propositions de valeur et leurs conseils et les toucher, les matières, les couleurs, tout ce qui fait que le client vient, on l'a vu dans l'étude, en magasin par rapport au digital. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme besoin de réassurance en fin de compte, avec ce fameux expert. Et au moment où depuis 2 ans sur le marché français, on a quand même une baisse de trafic, malgré la pression de communication qui augmente, etc., la meilleure gestion du trafic est quand même commencée sur l'amélioration en quantité et en qualité du trafic digital de préparation du parcours d'achat, du tout début de parcours d'achat, comme tu le disais. Et là, pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment d'acteurs qui introduisent ça dans leur démarche alors que le consommateur, il est mûr et qu'on le touche chez lui. Donc la barrière à l'entrée, elle est plus faible parce qu'il est dans un projet, il est en famille, etc. Et on sait bien que s'il coupe court et qu'il va sur uniquement le produit, bah, il pourra comparer n'importe quel produit et aller sur le prix. Donc il y a un enjeu qui est vraiment central si on veut développer de la valeur, d'être au tout début du parcours d'achat et de laisser après les équipes de vente en tant qu'experts transformer, rassurer, etc. Parce qu'on l'a vu pendant le Covid. On avait beau avoir des magasins fermés, le consommateur, il n'a pas tout acheté sur Internet. Parce qu'il a besoin de ça dans la maison et c'est super rassurant. Et même les Américains, on le voit dans l'étude, qui ne sont pas attachés à la qualité intrinsèque du produit meuble. Parce que c'est des gens, quand ils déménagent, ils font une vente de garage, ils partent, ils rachètent autre chose. Même eux, ils ont besoin de cette réassurance d'experts. Donc par rapport à l'étude européenne qu'on a réalisée, cette étude américaine, comment tu vois les choses dans l'évolution de ce métier et les principaux éléments qui t'ont marqué dans l'étude et qui te donnent des perspectives d'action demain? Alors je crois qu'il y a 3 choses pour moi claires. La première, c'est qu'il faut foncer sur l'acquisition client par le digital. Ça, c'est un levier énorme pour toutes les marques, pour leur trafic en magasin. C'est-à-dire d'aller chercher où le consommateur est et, comme tu le disais, aller là où il n'y a pas de barrière, là où il est bien confortablement installé chez lui, aller le chercher là. Et là, il y a des solutions et je crois que nous, on est vraiment une réponse très pertinente sur ces sujets-là. On apporte beaucoup de valeur à nos clients sur cette partie acquisition. Et je pense que c'est moi, je le redis toujours, on passe pas assez de temps, quand on est une marque aujourd'hui, à se dire comment je vais aller les capter grâce au digital. Comment je vais aller chercher ces clients-là pour les emmener en magasin. Le deuxième point vraiment intéressant de cette étude, c'est la partie achat. C'est que le cœur reste et restera en magasin. Et donc, c'est d'arriver à établir cette stratégie qui est de dire comment je les emmène du digital au magasin
en les sortant de cette spirale produit-prix et finalement en apportant une proposition de valeur qui est projet, qui est plus large et qui est la personnalisation aussi dans son environnement chez lui. Donc ça, c'est le deuxième élément pour moi très clair. Et puis, enfin, le dernier, qui est le rôle du vendeur. J'attache énormément d'importance, évidemment, à ce sujet-là. Et on est convaincu chez Home by Me que c'est en l'aidant et en le formant à rebondir sur tout ce cheminement qui est l'avant-vente, que j'appelle moi l'avant-vente, dans le monde de la maison. Donc tout ce qu'il a préparé pour le projet, si le vendeur est extrêmement bien formé à savoir comment rebondir et l'utiliser au mieux, la conversion sera meilleure. Donc on a le volume d'acquisition, la transformation et la valeur, qui sont, à mon sens, les trois leviers qu'ont aujourd'hui les marques pour se focuser sur leur business, pour améliorer sur chaque étape leur business au quotidien. Donc la découverte client est un peu plus sophistiquée. La découverte client est beaucoup plus complexe, tout à fait. Être vendeur aujourd'hui, je pense que ça demande beaucoup de compétences différentes et notamment dans toute la compréhension psychologique et émotionnelle du client dans lequel il est, pour savoir sur quoi rebondir, quels sont ses moteurs et quels sont finalement ses freins. Voilà. Et donc c'est plus complexe qu'avant, mais c'est plus intéressant, c'est plus amusant aussi. C'est passionnant. Voilà. Donc voilà, c'est un nouveau pan du métier, je crois, qui s'ouvre et qui fait des vendeurs. Quand on cherche des mots, on se dit tiens, c'est des vendeurs augmentés. C'est des vendeurs qui savent rebondir sur le digital et en faire un élément qui les augmente. Et c'est de la création de valeur. Exactement. Ouais. Bon merci beaucoup pour cette analyse et cet échange sur les résultats de cette étude comparée consommateurs européens, consommateurs américains et parcours d'achat. Merci à toi, Christophe. Merci. Au revoir. Au revoir.